Donc, ça va bien? Donc, après les dernières belles présentations qu'on a eues, on va rentrer sur un sujet un peu plus tabou. Un que les gens soit aiment ou détestent. Donc, juste ici dans la salle, qui pense que les OGM peuvent avoir un impact sur la vie humaine? En fait, que lorsqu'on va en consommer, ça pourrait fort probablement nuire à notre santé. Vous avez le droit, il y a quand même quelques études qui s'en vont dans des sens opposés. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de démystifier en fait le fait que les OGM, en fait, vous expliquer qu'est-ce qu'un OGM et pourquoi est-ce que ce serait soit bon ou mauvais pour votre santé. Et en fait, comprendre comment est-ce qu'un scientifique en laboratoire réussit à faire des OGM. Parce que ça, c'est quelque chose que les jeunes ne connaissent pas, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on invente de la science ou est-ce qu'on se fie sur ce qu'on retrouve dans nos champs? Donc, en fait, qu'est-ce qu'un OGM à la base? Ça va être un organisme qu'on va avoir modifié par ce qu'on appelle du génie génétique. Donc, chaque organisme, incluant vous, possède de l'ADN qui est le bagage génétique. Dans l'ADN, on a des acides nucléiques qu'on appelle ACTG. Donc, c'est ce qui va constituer notre bagage génétique. Et un OGM, en fait, va posséder ce qu'on appelle des gènes originaux. Donc, c'est ce qu'on va avoir à la base, par exemple, dans un plant de maïs, comme on pourrait voir ici, un petit peu modifié. Et par la suite, un OGM, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être capable d'aller modifier un de ces acides nucléiques-là. Donc, il va y avoir certains bénéfices qui vont venir de ça et qu'on va retrouver normalement en nature. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'une grande partie des OGM qui sont proposés par les universités actuellement, c'est tout simplement aller modifier un petit truc dans l'ADN et non pas aller rajouter. Les autres OGM qui ont été faits dans le passé, mon Dieu, ça sonne fort d'un coup. Les autres OGM qui ont été faits dans le passé, en fait, étaient basés sur le fait qu'on ajoutait un gène externe. Donc, vous avez sûrement entendu des trucs comme on rajoute un gène de saumon dans mes pommes. C'est bizarre, ça. Effectivement. Cependant, lorsque vous mangez du saumon, il n'y a pas vraiment de danger. Lorsqu'on va prendre un de ces gènes-là et qu'on va l'intégrer dans une pomme, eh bien, au final, il n'y a pas plus de danger. Donc, c'est les deux façons dont les scientifiques font des OGM, soit en modifiant un truc très précis ou tout simplement en allant rajouter un fragment d'ADN à l'intérieur des plantes. Comment ça se fait ça? Donc, on va faire une petite introduction à la science des OGM. Donc, comment est-ce qu'on produit ça? En fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que la nature fait des OGM depuis déjà plusieurs millions d'années. Donc, en fait, il y a une bactérie qui se retrouve un peu partout, à la surface des arbres, à la surface des pommes de terre, etc., qui a la capacité d'envoyer des fragments d'ADN, donc des gènes, à l'intérieur des cellules végétales. Et ça va lui permettre d'aller chercher des sucres. Donc, un peu comme les humains, les bactéries ont besoin d'acquérir des sucres afin de pouvoir se multiplier, se diviser, comme nous, avoir des enfants. Donc, à ce point-ci, ce qui se passe, c'est que notre bactérie, qui s'appelle ici Agrobacterium, va avoir une partie de son ADN qui va pouvoir aller à l'intérieur de la cellule végétale, et c'est ce fragment-là qui va rester pris à l'intérieur de la cellule et ainsi créer un organisme génétiquement modifié. Donc, ce qui est fait naturellement depuis déjà plusieurs millions d'années. Ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'on a en fait identifié quel fragment était envoyé à l'intérieur des cellules végétales de la part de cette bactérie-là. On s'est dit, hey, est-ce qu'on pourrait envoyer tout ce qu'on veut à l'intérieur? Est-ce qu'on serait capable de changer ce gène-là que la bactérie envoie et mettre celui qui nous intéresse, donc celui du gène de saumon ou celui du gène de la truite? Donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'on va utiliser cette bactérie-là, on va mettre ça en contact avec la cellule végétale. Ce qui va se passer, c'est que l'ADN bactérien va aller à l'intérieur du noyau, donc où se trouve l'ADN d'une cellule végétale. Il va y avoir un échange, regardez bien la section bleue ici, entre l'ADN bactérien et l'ADN végétal. Donc, l'ADN végétal va maintenant posséder une partie de l'ADN de la bactérie. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut choisir le fragment d'ADN en bleu pour que la bactérie puisse aller le mettre dans le noyau de la cellule végétale et à partir de ce moment-là, toutes les graines qui vont suivre de cette plante-là qui va avoir été transformée, qu'on dit, vont posséder ce fragment bleu-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner quel va être le fragment bleu, en fait, qu'on va aller mettre? Eh bien, c'est justement le processus scientifique. On n'est pas des... malgré le fait que quand je vais dire la population appelle les scientifiques les savants, on n'est pas toujours des savants. Donc, on est
En fait, on fait juste regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc, un scientifique, un biologiste végétal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder qu'est-ce qui se passe dans les champs. Donc, ici, vous avez un exemple qu'on peut retrouver en temps normal. Donc, ici, un cas de sécheresse où est-ce qu'on va avoir un champ qui va avoir été complètement décimé en Indonésie à cause de la sécheresse, mais il va y avoir une seule plante qui va avoir survécu à cette sécheresse-là, et on va voir qu'elle va se tenir quand même bien par rapport à ses compères. Donc, ce que le scientifique va faire, c'est qu'il va se poser la question suivante. Il va se dire, quelle est la différence génétique entre cette plante et les autres plantes autour qui sont complètement asséchées? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une plante, c'est un peu comme les humains. Si une plante avait la possibilité d'avoir les yeux et de regarder des êtres humains, eh bien, elle aurait fort probablement l'impression qu'on est tous pareils. Donc, lorsque vous regardez vos plants de tomates, vous avez l'impression que toutes vos tomates sont pareilles, mais en fait, vous avez un œil biaisé. C'est qu'on n'est pas capable de voir directement quelles sont les différences au niveau de la génétique la majorité du temps, outre lorsqu'on met des plantes dans des situations particulières, comme ici dans un cas de sécheresse. Donc, en fait, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est qu'on va avoir, un peu comme tantôt, notre gène original qui va être retrouvé dans tous les plants qui vont être asséchés et une plante qui va avoir évolué, un peu comme l'être humain a évolué du singe à l'homme. Et ici, on va avoir une mutation qui va être apparue de façon complètement aléatoire. Donc, c'est des choses qui vont arriver au fil des générations et c'est ce qui va permettre à une certaine plante de survivre à un cas de sécheresse. Donc, ce que le biologiste végétal, la personne qui va faire vos OGM, en fait, va faire, c'est qu'elle va exactement copier la nature. On écoute la nature parce qu'il y a beaucoup trop de matériel dans l'ADN d'une plante pour essayer de juste changer des trucs un après l'autre, essayer de voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, on fait juste regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous. C'est sûr que là, je vous parle des OGM, mais j'ai l'air de quelqu'un qui dit « Let's go, acheter des OGM, mangez ça, c'est bon pour votre santé ». Il y a quand même une polémique autour des OGM. Donc, il doit y avoir une raison. Il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. Donc, d'où est-ce qu'elle vient cette polémique-là? Pourquoi est-ce que les gens ont autant peur des OGM? Eh bien, je pense que tout le monde connaît la compagnie suivante. Et il n'y a pas beaucoup de personnes nécessairement qui veulent encourager cette compagnie-là. C'est parce que Monsanto, en fait, lorsqu'ils ont développé les premiers OGM, ils ne l'ont pas nécessairement fait de la bonne façon, ou du moins dans le temps, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient, étant donné que la science n'était pas assez avancée. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont développé des plantes qui avaient la capacité de résister à l'application d'herbicides. Sauf que ce que ça amène, en fait, c'est que lorsqu'on va mettre un herbicide dans nos champs, toutes les plantes vont mourir, excepté celles qui ont la capacité de combattre l'herbicide. Ça a eu des conséquences, comme on a vu dans les journaux, sur la survie des abeilles ou même l'impact sur le cancer chez les humains. Donc, ce n'était pas nécessairement quelque chose de très approprié. Cependant, dans les années 80, ce n'était pas quelque chose de super connu. Ce qui est important, par contre, dans ce cas-ci, c'est de comprendre que c'est les pesticides qui sont appliqués aux plantes en champ qui est le problème, et non pas l'organisme génétiquement modifié lui-même. Donc, lorsqu'on va mettre les pesticides, c'est à cause des traces de pesticides que votre santé va être un peu plus en danger, et non pas à cause de la présence d'un gène qui va permettre à la plante de résister. Donc, en soi, tout ça pour dire que l'OGM n'est pas nécessairement l'organisme qui peut porter un bien à votre santé, mais bien la façon dont on va les implanter. Donc, aujourd'hui, ce que les personnes qui vont produire le plus d'OGM sont, en fait, pas les compagnies privées, mais bien les universités, étonnamment. Donc, la majorité des universités font de la recherche dans la biologie du végétal, en agriculture, et on essaie de développer des souches ou en fait des cultivars qu'on appelle de plantes qui sont beaucoup plus forts que ceux qu'on a actuellement sur le marché. Donc, pour dire comme mon papy dit, eh bien, il ne faut jamais généraliser ce qu'on entend, il faut tenter d'éclaircir tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est tout, en fait, juste pour dire que les OGM en soi ne posent pas réellement de problème à la santé humaine, mais bien comment est-ce qu'ils sont utilisés. Et donc, pour dire que les OGM de demain qui vont être éventuellement approuvés ne risquent pas de causer quelconque problème de santé. Merci.